Justement, donc j'ai envie de dire, c'est même pas une transition puisqu'on en parle déjà un peu. On va continuer sur les considérations éthiques. Pourquoi parler de l'éthique? Alors déjà, je veux dire, nous, au niveau de la pratique en ABA, c'est un champ qui prend de plus en plus d'ampleur et une proportion de plus en plus importante dans les cursus universitaires, dans les stages, etc. Enfin bref, dans la formation en ABA. Et on a un code éthique spécifique, hein, le code éthique des analystes du comportement, qui définit justement un certain nombre de choses dont je vais parler. Et il faut toujours se poser la question quand on met en place une intervention, aussi bien quand on choisit les priorités que quand on doit avoir recours à des procédures punitives. Est-ce que mon intervention est vraiment appropriée? Est-ce que ce que je mets en place est proportionnel, on va dire, à l'ampleur du comportement des filles? Est-ce que c'est légitime de faire ça? Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, ce serait facile. Et je pense que s'il y avait des réponses toutes faites, eh ben, le métier d'analyste du comportement n'aurait pas lieu d'être. Et du coup, voilà, c'est vraiment des questions aussi. Donc forcément, on a notre jugement professionnel, on a notre code éthique, enfin, on peut se reposer sur de la supervision, etc. Mais bien sûr que quand on est en présence de procédures comme ça, plus intrusives, plus restrictives, il faut également l'accord des parents, des représentants légaux pour les utiliser. Et puis c'est important de se baser sur un code professionnel plutôt que sur son vécu personnel parce que voilà, un vécu personnel, il a été modelé par des émotions qui ont été mêlées à des situations et c'est pas forcément le jugement le plus légitime qui va nous aider. Enfin, ça va pas produire forcément le jugement le plus légitime. Alors, parmi donc les règles éthiques en analyse du comportement, donc on a la première, c'est le droit à un traitement sécurisant et humain. Donc la règle numéro 1, bien, elle paraît évidente, c'est ne pas faire mal, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évident, mais parfois dans certaines situations, quand on bloque par exemple des comportements des filles, et juste mettre un bras dans le dos, justement, c'est déjà quelque chose qui peut faire mal. Et donc on doit être très au clair sur... ça nécessite de la formation, en fait. C'est pas intuitif de se dire « oh, mais ça fait pas mal, c'est pas grave ». Non, il faut vraiment être formé pour appliquer des procédures restrictives. Bien sûr, pas d'éléments dégradants ou irrespectueux, ça c'est du bon sens. Un traitement humain, ça signifie qu'il est conçu pour son efficacité thérapeutique. On peut avoir une approche très, très positive, très empathique, très compréhensive seulement si on n'apporte pas à l'enfant des outils pour progresser dans sa vie, pour soutenir son développement, pour lui permettre d'accéder à des environnements moins restrictifs, plus riches, d'interagir avec plus de personnes. Alors non, on n'est pas dans le cadre du traitement humain. Ça signifie vraiment qu'il soit délivré forcément avec une certaine empathie, une certaine chaleur, que la personne ressente qu'il y a un lien sécurisant, mais aussi qu'on doit tout faire pour qu'il soit le plus efficace possible. On n'a pas de temps à perdre. Souvent, les enfants, ils ont déjà accumulé pas mal de retard. Et on a le devoir de pouvoir enseigner, de devoir choisir donc des objectifs les plus pertinents possibles et de les enseigner les plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible pour l'enfant. Donc, c'est un petit peu ce qui va guider le choix de nos procédures. Donc, ça, j'ai déjà dit. Un traitement efficace nécessite aussi une évaluation et une réévaluation constante de ce qu'on fait. Donc, on va avoir une première évaluation où on va décider d'un objectif, par exemple, et il faut... Je parle toujours d'une ligne de base, en combien de sessions on voit une efficacité ou pas. Tout ça, ça sous-tend en fait de prendre des données. Je ne peux pas juste me reposer sur mon jugement subjectif. On en avait parlé dans le module 1, donc que ce soit avec des compteurs, des chronomètres, la prise de données sur des tableaux, etc. Il faut qu'il y ait, à chaque fois qu'on met en place quelque chose, des données qui y soient associées pour qu'on puisse de manière objective se dire oui, c'est efficace,
non, c'est pas efficace, ou oui, c'est efficace, enfin oui, il y a une progression, mais elle est trop lente, et donc ça nécessite quand même une révision. Et tout ça, voilà, ça nécessite de prendre des données et de réévaluer régulièrement, et de se donner voilà, des périodes de réévaluation fréquentes. Et puis, un traitement humain, c'est aussi un traitement qui est hautement individualisé, dans le sens où il doit répondre aux besoins physiques de la personne, hein, respecter, je sais pas, ses cycles de sommeil, sa fatigabilité, respecter enfin, tous ces paramètres en fait, qui font qu'elle va être plus ou moins tolérante à certains types d'efforts. Et puis aussi ses besoins sociaux généraux, respecter aussi la culture familiale, enfin, proposer des interventions qui collent justement avec la vision que les parents ont pour leur enfant. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'éthique. La deuxième règle, donc c'est l'alternative la moins restrictive. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu, mais ça vaut peut-être le coup de bien définir ce que ça signifie. La moins restrictive, ça veut dire la moins intrusive, en gros. Pour faire de manière schématique, l'intervention la moins restrictive, ça va être tout ce qui est basé sur le renforcement positif. Ensuite, un peu plus intrusif ou un peu plus respectif, ça va être tout ce qui est basé sur le renforcement négatif, puis sur la punition négative, et puis enfin sur la punition positive. Donc c'est un petit peu la hiérarchie, on va dire, des procédures les moins intrusives aux plus intrusives. Cependant, voilà, c'est une hiérarchie un peu dans l'absolu, parce que comme je l'ai dit, quand on est en présence de troubles du comportement importants et graves, parfois l'alternative la moins restrictive, ça va être d'avoir recours à de la punition positive, parce que en 3 séances, je vais avoir réglé le comportement, alors que si je choisis du renforcement positif et que j'y associe pas de punition, ben, je vais peut-être mettre 3 mois à régler le comportement. Et pendant 3 mois, la personne, elle va continuer à se faire mal, elle va continuer à être dans des situations pas très acceptables. Et dans ce cas-là, voilà, le critère d'efficacité va primer sur ce schéma, on va dire, du plus ou moins restrictif. La punition, elle est souvent considérée acceptable si forcément il n'y a pas de douleur physique qui est associée, s'il n'y a pas d'effet qui nécessite une surveillance médicale, et si l'intervention elle est jugée être dans la norme, c'est-à-dire que la punition elle est vraiment répandue en fait, hein. Et par exemple quand on demande de l'exercice contingent, ou alors de la surcorrection, enfin comme un élève qui doit copier des lignes parce qu'il a fait une bêtise en classe, c'est quelque chose qui est répandu et c'est quelque chose qui est bien accepté en fait, hein, par la société globalement. Ensuite, donc voilà ce que je disais, hein, quand on est en présence d'une procédure considérée dans l'absolu plus restrictive mais plus efficace par rapport à une procédure moins restrictive mais moins efficace, et ben notre choix en fait il va être considéré moins restrictif dans le deuxième cas, enfin dans le premier ou le deuxième, enfin bref, dans le cas où on a une efficacité supérieure, parce qu'on aura un changement plus rapide et puis on devra appliquer la procédure moins longtemps et la personne va pouvoir accéder à des environnements différents, moins restrictifs, plus rapidement. C'est donc spécialement important pour des problèmes de comportement graves. Et je vais quand même citer deux figures importantes en analyse du comportement qui ont écrit un peu sur le sujet. Donc Baer en 71 qui dit « La punition peut être recommandée si elle soulage la personne de douleurs plus grandes qui résultent de leur propre comportement. » Iwata, en 88, Iwata, il est à l'origine c'est une des personnes à l'origine de l'analyse fonctionnelle, qui dit « Si tous les traitements moins intrusifs avec des supports de recherche suffisants pour espérer un succès ont échoué, l'utilisation de la punition est l'unique option éthique. » Donc voilà, ça donne... il parle mieux que moi, hein, pour dire ce point de vue.
Heureusement, c'est rarement le cas. Je veux dire, heureusement, quand on met en place tout ce qu'il faut, surtout avec des jeunes enfants, c'est rarement le cas. Parce que si on a toutes nos stratégies proactives et qu'on enseigne tout ce qu'il faut pour que l'enfant il se développe, il ait de plus en plus de comportements qui lui permettent d'avoir de plus en plus de possibilités d'évoluer dans son environnement, on a vraiment rarement ce cas dans la pratique.